On parle de In-Flight Entertainment. Vous savez, le petit écran de télé que vous avez dans le siège devant vous quand vous voyagez en avion. Il y a plein de technologies derrière. On va vous expliquer tout ça avec Thales. Thales IFE, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à en parler à vos collègues, à vos amis. Si vous avez des amis et des collègues, vous êtes nombreux à être passés au Summit AWS à Paris, d'ailleurs, pour nous dire bonjour sur le stand de podcast, et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qu'on est nombreux à utiliser. En tout cas, si vous avez la chance de voyager, si vous avez déjà fait un vol, plutôt des vols long courrier en avion, vous avez une petite télé devant vous avec des films, des séries, de la musique, les données du vol, etc. Quelle est la technologie qui se cache là derrière? Quel est le lien avec le cloud? Quoi de mieux qu'être dans le cloud pour parler d'aviation également? Je devais faire cette analogie, évidemment, ce rapprochement, avec non pas un, mais deux invités aujourd'hui dans le podcast. Frédéric Faria, tu es Chief Technology and Engineering Officer chez Thales IFE. IFE, c'est In-Flight Entertainment. Et Yann Nicolas, tu es Chief Data and AI, parce qu'on va un peu parler d'AI aussi. Data and AI Officer aussi chez Thales IFE. Messieurs, merci d'être là. Merci de donner un peu de votre temps aux auditrices, aux auditeurs du podcast AWS en français. Je commence toujours par une question un peu large, qui n'est pas de vous présenter, mais de présenter la société. Thales, c'est une grosse boîte française qui fait plein de choses. C'est quoi cette division Thales IFE où vous travaillez? Bonjour Sébastien, et merci de nous avoir ici. Alors Thales IFE, c'est vrai que c'est un petit peu quelque part un ovni dans la galaxie Thales. C'est une société qui est hyper diversifiée. On a un gros marché de défense, on a un gros marché civil qui va de la cybersécurité à l'aviation et aux produits d'aviation, mais ça passe aussi par le contrôle aérien. Donc on a un certain nombre de business lines, c'est comme ça qu'on s'appelle, qui livrent à des business. Et nous, on travaille particulièrement chez les IFE, In-Flight Experience, qui par le passé était, c'est vrai, assez limité à des écrans dans un siège, et puis qui s'est transformé progressivement en de l'IT volante. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Et chez In-Flight Experience, on a pour habitude, et maintenant pour métier, d'essayer de divertir les passagers quand ils volent, de les occuper, mais aussi de les informer. C'est quand même une des parties extrêmement importantes. On a une business line qui est assez globale, puisqu'on a des clients et des employés partout dans le monde. Je suis basé à Bordeaux, il y a des basés à Melbourne, en Floride. On a la chance d'être très internationaux. On a un petit millier d'employés, mais on a surtout quasiment 2 millions de passagers qui nous utilisent au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, avec des compagnies aériennes qui sont partout dans le monde, qui nous achètent notre IT volante et nos écrans. Et juste pour mettre un peu de contexte sur les IFE. Oui, quand on a préparé cet épisode, on a parlé de cette image déjà de data center dans un avion. On va y venir sur ce qu'il y a de nouveau, mais traditionnellement, ça marche comment, ce petit écran qu'on a devant nous, avant de parler de la nouvelle solution sur laquelle vous travaillez? Bien sûr. Il faut savoir que le fournisseur d'IFE, quand il s'installe dans un avion, il a 2 grandes missions d'installation. Une première qui est d'apporter de la donnée aux passagers. Et quand je parle de données, je parle aussi de vidéo on demand, je parle naturellement d'applications, je parle naturellement de presse, je parle de tous les use cases que vous avez l'habitude de voir. Les jeux, les données de vol, etc. Voilà, tout ça. Donc, on a un réseau de données qu'on est censé justement gérer dans la cabine. Donc, tout le réseau dans la cabine est installé par le fournisseur d'IFE. Mais il y a aussi des réseaux de puissance. C'est-à-dire que quand tu branches ton câble USB dans un siège, dans un écran ou sur une prise, c'est Thales IFE qui l'aura installé si tu es sur un vol qui est équipé avec un système Thales. Ah oui, s'il faut délivrer 60 watts à chaque passager pour charger son laptop, ça fait quand même pas mal d'énergie sur l'ensemble.
de l'appareil et traditionnellement les données des films par exemple, ce sont des disques durs qui sont dans l'ordinateur, dans l'avion et qui sont remplacés quand l'avion est au sol. Enfin, ça marchait comment? Alors, c'est marrant que tu utilises le passé pour en parler. En effet, ça Oui, marche. puisque vous parlez d'une nouvelle solution, donc je voudrais faire le contraste avant-après, même si l'avant est probablement la majorité des avions encore aujourd'hui. C'est ça. Il faut savoir qu'un avion, ça vole en général 20 ans. Hein. Mhm. Quand ça vole 20 ans, il y a 2 à 3 cycles de renouvellement d'IFE qui ont lieu. Donc, quand tu voles en 2026, pardon, c'est un avion qui a été mis en service en 2006. Puis peut-être, si t'as pas de chance, tu es sur un système IFE qui a 10 ans. Et du Avec la coup, télé qui est au milieu du couloir et qui descend. Non, ça y a plus quand même. mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, tous les sites de livraison de contenu, un petit peu plus tard d'ailleurs, j'espère, tous les sites de livraison de contenu ont été complètement modernisés. Si on remonte à des use cases qui sont encore pas si lointains, hein, aujourd'hui encore, on a du personnel qui va arriver dans un avion, charger sur un serveur en local les films tous les 26 du mois pour que le premier, un nouveau cycle démarre. Donc c'est encore des pratiques qui existent, c'est des pratiques naturellement dont l'industrie veut s'affranchir, dont nos clients qui sont hyper digitaux et hyper modernes veulent s'affranchir, mais qui demandent un renouvellement du parc IFE qui est aujourd'hui en vol. Ouais, et on en reparlera peut-être, mais on qualifie, enfin, ça prend du temps pour qualifier des nouveaux équipements en vol, évidemment. Alors, on comprend bien l'idée générale, un réseau, un serveur de stockage, en gros NAS, si je veux prendre une analogie, un réseau électrique et des terminaux clients qui sont essentiellement les écrans tactiles auxquels les clients peuvent se connecter. Ça, c'est la situation actuelle sur la majorité des compagnies. Mais vous travaillez sur quelque chose de différent, de nouveau, de plus moderne, de connecté, lié avec le cloud. C'est pour ça qu'on est dans le podcast d'ailleurs. Donc, votre solution s'appelle Flight Edge. C'est quoi à haut niveau? Et puis on va rentrer dans les détails après. Alors si je la fais très 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 haut niveau, Flight Edge, c'est la capacité à avoir à l'edge, donc dans l'avion, qui est connecté, mais pas toujours, une extension des clouds qui existent au sol. Donc on a ramené une infrastructure cloud dans l'avion pour moderniser tous les use cases IFE. On parlait tout à l'heure de livraison de contenu. Aujourd'hui, livrer du contenu, ça doit pas être beaucoup plus que deux buckets S3 qui se parlent et qui sont capables de se synchroniser. Qu'il y en ait un dans un avion et un au sol, c'est très Un naturel. détail d'implémentation. Exactement. On parle de Flight Edge, on fait en sorte d'apporter des technos assez modernes. Hein. C'est des pods Kubernetes qui volent au final. Hein. C'est vraiment ça. Assez moderne pour être capable de monitorer, de comprendre l'utilisation du passager et du coup d'hyper personnaliser l'expérience que le passager vit. Quand tu voles vers Miami, tu as peut-être plus envie de voir des films qui font sens pour toi que pour ton voisin. Donc il y a comme ça, avec les techno-cloud, une capacité à moderniser l'expérience, à aider aussi les compagnies aériennes qui sont nos clients, aider les compagnies aériennes à comprendre le passager, à interagir avec le passager. On est captif devant nos écrans quand on vole. Les compagnies aériennes le savent et du coup, elles cherchent vraiment à nous procurer l'expérience la plus personnelle, on va dire, pour la durée du vol. Alors allons dans les détails techniques. Je ne sais pas si on le prend dans le sens sol vers l'avion et suivre la chaîne de données, ou dans l'autre sens, partir peut-être du client, de l'utilisateur qui est devant son écran, qui voit un écran. Ouais, on va peut-être partir de là et puis redescendre après avec le sol et puis l'ingestion des contenus au sol également. Ça marche comment déjà, est-ce qu'il y a des changements au niveau du poste client ou est-ce que vous attaquez plutôt à partir du point de distribution, le serveur dans l'avion? C'est une excellente question et je dois te dire que l'industrie a toujours cherché le schéma. Est-ce qu'on est dans un schéma client très léger? Est-ce qu'on est dans un schéma client lourd à l'écran? Est-ce qu'on est serveur centrique? Bon, est-ce qu'on est display centrique? C'est comme ça qu'on s'appelle des fois. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur une solution qui est
qui apporte de l'intelligence dans l'écran ou dans le serveur. Alors, tu te doutes qu'avec les techno-cloud, on a bien compris que l'évolution des capacités passait aussi par un serveur extrêmement riche. Et du coup, Thales Flight Edge est positionné sur un data center. C'est comme ça qu'on l'appelle un onboard data center, qui est à bord et qui livre ou qui stream vers tous les écrans. Donc, si je reviens à ta question de comment ça se passe, quand tu es un passager et que tu veux voir un film sur une solution Flight Edge, c'est du streaming, de la VOD qui va à l'onboard data center et qui est capable de te streamer tous tes chunks de data et de vidéos au fur et à mesure que tu regardes ton film, suivant la résolution que tu auras choisie naturellement. Ce qui est extrêmement puissant avec une solution comme Flight Edge qui est connectée et qui est aussi synchronisée régulièrement avec le cloud, c'est que si tu fais un premier vol et que tu regardes la moitié de ton film, quand tu arrives dans ton deuxième vol, sans que tu n'aies demandé grand-chose, on te propose de continuer ton visionnage. Ça veut dire que l'utilisateur est authentifié, on sait que c'est moi. Oui, exactement. Et je dois rentrer mon username password ou c'est lié à mon ticket, mon siège, etc. Alors là, je peux pas changer de siège. Alors, les compagnies aériennes connaissent assez bien leurs passagers, comme tu te doutes, sans ton identité. Elles connaissent très souvent leurs clients, surtout leurs clients qui sont des passagers fréquents. Donc, il y a une authentification qui est faite par la compagnie aérienne du passager. Si tu changes de siège, c'est pas grave, parce que quand tu changes de siège, on reset la session et on la redémarre dans le nouveau siège où tu vas. Donc, si tu as la chance d'être poussé vers les premières lignes ou les premiers rangées, tu ne t'inquiètes pas, tu pourras continuer à regarder tout le contenu. Et ce serveur dans l'avion, ce mini data center, c'est fait de quoi? Hardware et logiciel. C'est un produit qui a été développé par Thales avec des partenaires. Quand on l'appelle mini data center, c'est qu'on l'a développé sous forme de LAN, si j'utilise le terme français, hyper convergés, qui ont et du réseau et du stockage et du CPU, qui sont relativement riches, hein, pour un data center qui vole aujourd'hui. On a près de 100 Tera de stockage. On est capable d'avoir 48 cœurs. On est capable d'avoir du réseau qui va jusqu'à du 10 gigabits dans la cabine. Donc, on a un petit data center. C'est pour ça qu'on l'a appelé un data center avec de la LAN hyper convergée qui nous permet de livrer des use cases assez élaborés. La particularité, c'est que c'est un produit qui vole. Et quand c'est un produit qui vole, un peu comme quand AWS développe ses CPU ou ses data centers, nous, on a été amené à nos contraintes à nous. Faut pas que ça consomme plus de 300 watts. Donc, c'est un gros sèche-cheveux. Pour un serveur de blé avec 100 terabytes de stockage et 10 gigabits par seconde de réseau, oui, c'est une forte contrainte. Il faut que ça résiste à des accélérations assez dantesques. Il faut que ça résiste à la température, parce que quand on est sur le tarmac à Dubaï, sans climatisation, on monte vite. Et la grosse particularité, c'est que comme c'est un produit à l'unique, il y a quelques fonctions de sécurité qui, elles, sont vérifiées, authentifiées, certifiées, qui doivent fonctionner dans tous les cas de figure, y compris dans des cas d'erreur. Donc vous êtes assez contraint sur la partie matérielle, vous pouvez pas la changer régulièrement à cause de ces certifications justement qui sont spécifiques à la sécurité aérienne. Au niveau logiciel, ça ressemble à quoi? C'est du Linux, vous avez mentionné, j'ai cru entendre Kubernetes. Alors pour la stack logicielle, on a essayé de s'aligner aussi avec les technologies mainstream de développement qui sont utilisées notamment dans des applications plutôt cloud, pour pouvoir utiliser aussi nos compétences dans des développements cloud et à bord, et aussi pour pouvoir standardiser le déploiement d'applications non seulement développées par Thales, mais aussi les applications qui pourraient être développées par des tiers, donc les compagnies aériennes ou bien des fournisseurs de services. Donc leur fournir une plateforme relativement standard, familière, où c'est facile d'ajouter des applications. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple de l'identification du passager qui s'assied à un certain siège, etc. Cette partie-là va sans doute être gérée par des composants logiciels développés par la compagnie aérienne et fournir une plateforme standard
permet de simplifier ce processus. Donc nous, on se base sur des technologies standards. Tu mentionnais Kubernetes. On va avoir d'autres technologies pour la gestion de bucket S3 à bord. On a aussi des databases qu'on fournit à the service à bord de l'avion et un ensemble d'API qui fournissent des informations de flight edge et aussi des informations du vol à ces applications. Donc les applications peuvent savoir quelle est la position de l'avion, quelle est la vitesse de l'avion, l'altitude, ce genre d'informations est disponible à travers d'API standards. Ce qui sert à alimenter aussi les données de vol qu'on peut voir sur son écran, je suppose. Mais ça veut dire que vous opérez ce serveur de Blade comme un nœud Edge. Et vous avez dit, je crois, Frédéric, t'as dit plusieurs fois, connecté. Alors oui, j'étais sur un vol Air France la semaine passée où il y avait une connexion Starlink et c'était assez magique. J'ai vu que Delta a signé avec Amazon Leo, la constellation satellite d'Amazon. Et de plus en plus, les avions sont connectés pour le moment ou vont l'être? Alors d'abord, comme une petite parenthèse sur ce que tu dis, nous on est ravis de voir Amazon Leo arriver chez Delta, parce que Delta est un gros partenaire sur Flight Edge. C'est aussi notre client de lancement. Donc on est ravis de vous voir arriver. On avait eu pas mal de discussions avec Amazon Leo par le passé. Là on va pouvoir s'intégrer ensemble et puis livrer une expérience passager extraordinaire pour les passagers de Delta Airlines. Ouais, petite parenthèse. Et ça sert à quoi cette connexion? Vous streamez pas du contenu passager par passager, qui a quand même ce cache en local, 100 terabytes de stockage pour les films. D'abord, merci de poser la question, parce que c'est vrai que ça peut te sembler surprenant, mais on est en train de développer des technologies qui permettront de faire du streaming live, c'est-à-dire du contenu qui ne serait pas à bord. Imagine ton catalogue Prime Video. Prime Video est disponible au siège. L'intention n'est pas d'avoir tout le catalogue Prime Video à bord, mais si toi, Sébastien, tu décides de streamer la dernière série de Prime Video ou de regarder un match de NBA, et ben ton voisin de droite ou de gauche pourra en profiter parce qu'il aura été caché. Tu imagines que des solutions comme ça ne marchent que quand on a de la connectivité. Naturellement, il n'y aura pas 300 passagers qui streameront vers le sol en même temps. Par contre, l'expérience donnera l'impression de 300 passagers qui streament vers le sol parce que le premier aura fait la demande, le deuxième aura consommé le cache. Le cache en local. J'ai déjà vu dans des avions des chaînes de télé avec des news. Je sais pas si c'est en direct ou si c'est des news récentes enregistrées. C'est également un axe de streaming. Alors on a les deux en fait. On a des news, ce qu'on appelle des news clips, où c'est des news fournies par différents fournisseurs qui sont stockés en forme de vidéo sur le net. Et nous, on récupère ces vidéos-là avec les articles associés et on les package dans un format qui est compatible et en ligne avec le design du portail utilisé par les passagers. Donc, c'est une préparation faite en amont, en near real time, on va dire, pour préparer ces vidéos qui sont ensuite envoyées dans l'avion, cachées dans l'avion et disponibles pour les passagers. Et notamment, on utilise quelques technologies Amazon pour faire ça. Et l'autre cas d'utilisation est 100% live. Et là, on travaille avec des fournisseurs de chaînes télé pour nous fournir un flux en temps réel de différentes chaînes que nous, on va aussi processer en temps réel pour s'adapter aux résolutions des écrans de l'avion et fournir ça aux passagers. Donc, on a les deux cas d'utilisation, du stream et du near real time. Mais cette expérience de streaming en vol, ça marche que quand on a beaucoup de bandes passantes. J'ai mentionné Starlink et Leo, ce sont les deux fournisseurs, je crois que ce sont les deux seuls d'ailleurs, qui travaillent avec l'aviation pour le moment. La connectivité Internet dans les avions sans Starlink et sans Leo, c'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas la même bande passante disponible. Vous streamez dans ces cas-là aussi? C'est vrai, il y a plusieurs acteurs de connectivité. Il y a des Viasat, il y a des Inmarsat, il y a des acteurs plus traditionnels. Avec le Léo, c'est complètement transformé. Ceci dit, Flight Edge
Et les IFE étant consommateurs de connectivité, on n'a quand même jamais franchi le pas de retirer une installation à bord d'une infrastructure. Et là, c'est notre on-board data center. Ben, s'il n'y a pas de connectivité, l'on-board data center livre le contenu qu'il a. Ça n'empêche que s'il n'y a pas de connectivité pendant plusieurs heures, on est capable de livrer toute l'expérience à tous les passagers avec le contenu qui est à bord. Ce qu'on fait quand même tout de même, et c'est très vrai sur les avions d'aujourd'hui, ils sont la plupart d'entre eux équipés maintenant de modems cellulaires. Et donc quand l'avion arrive au sol, il y a un rafraîchissement du contenu, un rafraîchissement de la donnée qui permet de progressivement, en fonction du temps passé au sol, mettre à jour toutes les données, mais aussi de collecter en fait toute l'expérience passager pour la rafraîchir pour les vols. Et c'est une super transition sur le segment suivant. Je voulais voir, on a parlé de ce qui se passe en vol avec le serveur de blé, le data center dans l'avion, les écrans et la connexion entre les deux. L'avion se pose, on a tous en tête ce gros câble que les employés de l'aéroport vont connecter à l'avant de l'avion, qui font de la communication, je suppose, et apportent du power. Est-ce qu'il y a du réseau là-dedans aussi? Enfin, comment tout ça se synchronise avec le monde au sol? Est-ce que vous avez un Wi-Fi que vous devez déployer dans les aéroports? Est-ce qu'il y a du RJ45 qui arrive dans l'avion, de l'Ethernet? Ça marche comment? Alors, pour des raisons de sûreté assez évidentes, on n'est pas autorisé à échanger des données entre le cockpit, ce qui se passe dans le cockpit et ce qui se passe dans la cabine. C'est complètement séparé. Du coup, nous, IFE, nous utilisons le cellulaire et les connectivités satellites exclusivement pour échanger de la donnée, parce qu'on laisse les canaux hyper sécurisés aux données de vol qui sont critiques ou aux données d'instrumentation qui sont critiques. Et donc, quand tu dis cellulaire, ça veut dire quand l'avion est au sol, vous basculez sur un réseau 4G, 5G traditionnel, voire du Wi-Fi si vous arrivez à déployer du Wi-Fi suffisamment puissant, mais pour renouveler un catalogue, enfin vous renouvelez pas l'ensemble du catalogue, vous allez me dire, mais t'as quand même parlé, je retiens ce chiffre de 100 terabytes de stockage, ça peut être massif quand vous rafraîchissez un catalogue en début de mois, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Donc, une solution comme Flight Edge fait un rafraîchissement très progressif, ou très incrémental, je devrais dire. On parlait tout à l'heure de Bucket S3, c'est des Bucket S3 qu'on met à jour, et on les met à jour un peu comme on veut, avec Internet, qui viennent du réseau cellulaire, du réseau Wi-Fi ou du réseau satellite. Très souvent, les compagnies aériennes rafraîchissent 10 à 20% de leur contenu par mois, donc il y a quand même pas mal de données qui sont échangées. Et oui, on utilise uniquement des solutions over the air, qu'elles soient satellite, Wi-Fi ou cellulaire. Ou satellite, c'est vrai que si on a Léo ou si on a Starlink, on peut continuer à utiliser ce lien qui n'est pas utilisé par les passagers en plus. Et les compagnies font plutôt ça quand elles sont à leur base ou quand elles sont en escale ou les deux, parce que ça a un impact sur l'équipement que vous devez installer dans les aéroports aussi, je suppose. Ouais, alors c'est la grande force de Flight Edge, c'est que c'est une solution qui est cloud native et qui a du coup une grosse infrastructure à l'edge. Dès l'instant où il y a de la connectivité, on l'utilise, que ce soit pour offloader des données vers le sol, que ce soit pour mettre à jour l'expérience vers l'avion. S'il y a 15 minutes je suis désolé, je connais pas le terme en français, du turnaround time, quand l'avion... Le temps d'escale, ouais. S'il y a 15 minutes de rotation, et ben c'est 15 minutes de connectivité, et 15 minutes de connectivité, c'est du rafraîchissement d'expérience. C'est des nouveaux films, c'est aussi comprendre que Sébastien, sur son prochain vol, il faudra qu'il recommence à la minute 42. Alors tout ça, c'est basé sur une infrastructure cloud, c'est pour ça que vous êtes dans le podcast AWS en français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a côté cloud pour rendre cette expérience possible en vol? Je suppose que c'est toute la préparation, l'ingestion du contenu et le push vers ces data centers volants. Oui, alors il faut savoir que le contenu doit être préparé avec certaines contraintes. Il y a des contraintes de format où on doit s'aligner avec les dispositifs, que ce soit les dispositifs personnels, donc les passagers qui vont utiliser leur laptop, leur iPad ou bien leur téléphone pour se connecter
des portails et regarder des films. Ah oui, Donc, c'est nouveau ça, on n'a pas parlé de ça non plus. Mais jusqu'à présent, on regardait sur l'écran du siège devant. Maintenant, avec ce système, on peut regarder dès qu'on est connecté au Wi-Fi interne de l'avion. Un peu comme dans les TGV de la SNCF. Tout à fait, hein. L'avantage de se baser sur des technologies web, c'est que ça nous permet de faire des développements qui sont utilisables depuis les écrans, donc qui sont fournis dans l'avion, mais aussi depuis les dispositifs personnels. Donc c'est un des gros avantages versus des systèmes plutôt clients lourds, où on aurait dû avoir chaque passager qui installe une app dédiée. Donc Si on suit la data, ça marche comment? On va parler des films, c'est probablement la plus grosse partie du contenu. D'où vous recevez ces films? Vous êtes en contact direct avec les studios, comme un diffuseur, comme une chaîne de télé? Donc, on travaille avec des studios. En fonction des compagnies aériennes, on va utiliser un studio ou un autre. Mais ensuite, ces studios, ils vont fournir les fichiers vidéo dans un certain format. Et comme je disais, le format doit être potentiellement modifié avec des transformations de résolution, d'encoding, etc. Et aussi, il doit y avoir des protections qui sont faites, notamment pour des films récents, des films avec une résolution élevée. Il y a des contraintes de protection de type DRM, de type watermarking. Donc, que ce soit un watermarking visible. Donc, il vous est peut-être arrivé de voir le nom de la compagnie aérienne en overlay quand vous regardez un film. Et le numéro de mon siège. Exactement. Donc, il y a ce type de watermarking visible. Il y a aussi un watermarking qu'on appelle forensic, qui est invisible, mais qui permet, si jamais quelqu'un utilisait un de nos écrans 4K pour filmer un film récent, on serait capable d'identifier qui a fait le recording. Et grâce à ce watermarking invisible. Donc voilà, il y a un ensemble de préparations qui doit être fait. Et il y a aussi toute une partie contrôle de qualité des films. Donc les studios vont fournir des films. En fonction des studios, il se peut qu'on ait besoin de vérifier nous-mêmes que le film est bien complet, que les métadonnées sont correctes, que les langues sont bien fournies, que ce soit les langues audio, que ce soit les sous-titres. Et donc, on a des workflows pour vérifier la qualité des films. Donc ça, c'est aussi un autre service qui doit être implémenté. Je m'attendais pas à parler de sujets très similaires à ceux qu'on pourrait aborder si j'ai un invité de France TV ou de Canal+ dans le podcast, mais c'est la même problématique. Vous recevez du contenu brut qu'il faut réencoder pour différentes tailles d'écran en tenant compte de différentes pistes audio, de différents types de sous-titres. Donc c'est un workflow de processing vidéo. Vous utilisez les services d'Elemental pour faire ça? Oui, historiquement, on était sur des solutions on-prem et assez rapidement, on s'est rendu compte que pour avoir une montée en échelle, quand il y a des campagnes, donc par exemple une nouvelle compagnie aérienne qui utilise notre service, on va avoir des dizaines de milliers de films ou de séries à préparer. Donc si on avait des infrastructures fixes, ça mettrait des semaines ou des mois à préparer. Donc on est rapidement passé sur des solutions cloud avec AWS. Et là, on utilise plusieurs services, donc que ce soit des services on va dire de la famille Media Services, des services de type Media Package, Media Convert. Alors ça va être des services qui vont permettre de préparer le contenu d'un point de vue transcoding, changement de résolution, mais aussi packaging, donc dans des formats de type H264, H265, etc., application du DRM. On s'interface avec des fournisseurs de DRM qui sont compatibles avec Media Package, par exemple, ou Media Convert. Et puis, on utilise aussi certains services pour faire la vérification de qualité des films, et notamment, et ça rejoint les sujets AI qu'on va peut-être aborder plus tard, il y a des services qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui sont disponibles, qui vont être spécialisés pour analyser certaines parties d'un film, pour identifier, par exemple,
est-ce que les crédits sont bien présents, donc est-ce qu'on n'a pas raté un morceau du film, être capable de détecter peut-être des black frames, comme on dit, donc des points dans le film où il manquerait des images, pour pouvoir analyser aussi des métadonnées du film. Donc Amazon Recognition nous permet de faire ce genre d'analyse. Vous stockez le résultat dans S3 et comment se passe la synchro entre S3 et les avions? On a parlé de la connectivité cellulaire ou Wi-Fi, mais est-ce que c'est de la réplication? Est-ce qu'il y a des services intelligents qui push? Est-ce que c'est les compagnies qui pull? Quelle est l'architecture là entre les deux? Il y a plusieurs interfaces au niveau du sol. Donc forcément, on a des échanges avec les studios, les compagnies aériennes pour comprendre quel est le catalogue de films ou de séries que la compagnie aérienne veut pousser dans les avions. Donc on a quelques systèmes ou des interfaces pour permettre aux compagnies aériennes de choisir ce catalogue. Et puis après, on a des interfaces internes. Donc système Thales sol vers système Thales avion pour pouvoir indiquer à l'avion quel est le catalogue à télécharger. Et ensuite, on a des mécanismes intelligents dans l'avion pour télécharger le contenu de façon dynamique, comme on disait tout à l'heure, en fonction de la disponibilité des différents canaux de communication. Il y a un gros volet IA aussi, tu l'as brièvement mentionné, vous l'utilisez pour le contrôle de qualité sur les films, mais pas que. Alors, dans les use cases de contenu, on a effectivement commencé à développer des cas d'utilisation assez intéressants avec l'intelligence artificielle, où on va pouvoir analyser quelles sont les informations d'un certain contenu, que ce soit un film ou que ce soit peut-être des news clips, comme on disait avant, donc des informations qui arrivent d'un fournisseur de news. Et en utilisant l'intelligence artificielle, on peut regrouper ce contenu, on peut identifier des catégories automatiquement. Donc, par exemple, il y avait les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, il y aura bientôt la Coupe du Monde. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour identifier que ce sont des sujets qui pourraient intéresser les passagers et regrouper ensemble des contenus qui sont divers, qui viennent de sources différentes, mais qui ont une logique qui les lie entre eux. Et le passager pourrait être intéressé de pouvoir voir un film qui parle de football et ensuite voir les dernières news en relation avec la Coupe du Monde. Donc là, on utilise des systèmes AI basés sur Amazon Bedrock principalement. Et donc, dans la chaîne de processing du contenu, on a quelques étapes qu'on a rajoutées pour faire cette classification. Comme je suis authentifié aussi, vous pouvez faire de la personnalisation, des recommandations, dire tiens, Seb, il aime bien tel genre de film. C'est ça, Seb. Et puis, de toute façon, on voit avec tous les services AI qui arrivent, une capacité un peu, je dois t'avouer, en tout cas, une expérience qu'on a du mal aujourd'hui à complètement projeter, mais qui se développe tellement vite. Peut-être même qu'on te poussera directement à la minute 43 plutôt que la minute 42 parce que la 42 te correspond pas. Très, très sérieusement, aujourd'hui, les use cases qui arrivent avec l'IA, qui soient des use cases pour nos développeurs, qui soient des use cases pour notre personnel qui fait des opérations de plus manuelles, qui soient des use cases opérationnels. Je veux être sûr que le film est bien présent sur l'avion 42 de ma flotte. Quand j'en ai 1000, c'est pas facile. Quand j'utilise l'IA pour le faire, c'est beaucoup plus straightforward, beaucoup plus direct. Et ben, sur ces sujets-là, en effet, l'IA nous ouvre un champ des possibles qui est assez impressionnant. Oui, vous avez fait des développements, vous m'avez dit dans la préparation, avec d'agents, avec Strands qui sont déployés sur AgentCore pour gérer le catalogue ou pour aider les opérateurs à gérer le catalogue. C'est quoi, ça marche comment si on zoome un peu sur cette partie-là? Alors, je peux en termes de use case, ce qu'il faut imaginer, c'est une compagnie aérienne qui a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'avions et qui va être capable de monitorer l'expérience du passager, mais aussi le statut opérationnel de son avion. C'est là où on a travaillé avec Yann pour amener de l'IA
au sol, ce coup-ci, pas à bord, qui permet quand même de rafraîchir ou de comprendre l'expérience à bord. Yann, je te laisse peut-être présenter la solution technique, c'est peut-être plus simple. Oui, en fait, l'idée, c'est partir vraiment des API qu'on a pu construire au sol ou des API qu'on consomme nous-mêmes. On a des portails d'administration, vous pouvez imaginer, au sol pour pouvoir, que ce soit gérer les films, gérer les versions de software qu'on pousse à bord ou tout autre objet qui est géré dans l'avion et préparé au sol. Donc, ces API sont disponibles pour nous, nos portails, sont disponibles aussi pour les compagnies aériennes. Donc, il peut y avoir des workflows business to business entre les compagnies aériennes et nous. Et on a profité de ces API ouvertes pour pouvoir se greffer dessus avec un système agentique qui permettrait de combiner les différents domaines qui sont disponibles d'un point de vue opérationnel et fournir un agent conversationnel qui permettrait d'avoir une flexibilité sur l'opération du système dans sa globalité, sans devoir forcément à chaque fois développer des interfaces utilisateurs spécialisées. Donc ça nous donnait vraiment cette flexibilité de pouvoir permettre aux airlines de découvrir eux-mêmes peut-être de nouvelles façons d'opérer le système. Et c'est là où on a pu utiliser certaines technologies assez récentes d'AWS pour implémenter cet agent. Par exemple, si Donc, tu peux aller dans les détails techniques. on a utilisé Bedrock Agent Core et ça a été vraiment un bon timing parce que vous aviez déjà une offre sur Bedrock directement qu'ils appelaient les Bedrock Agents qui était déjà très, très intéressant. Mais avec Bedrock, qu'on a commencé à faire ce développement, on s'est rendu compte que ça matchait exactement nos besoins. Donc, on avait des besoins assez stricts d'un point de vue sécurité, comme vous pouvez comprendre. Donc, la gestion des droits, être sûr qu'une compagnie aérienne qui va utiliser cet agent, il va pas pouvoir voir des informations d'une autre compagnie aérienne, forcément, mais pas que. Il peut y avoir aussi différents rôles au sein d'une même compagnie aérienne ou bien au sein de Thales. On peut avoir des rôles différents qui devraient avoir accès à différentes informations. Donc, l'aspect role-based access control qui est propagé dans l'agent était critique. Et forcément, les interfaces aussi avec nos composants existants, nos API existantes étaient clés et fallait que ça soit secure. Donc, ça, c'était un aspect super important. Et sur les aspects opérationnels d'un point de vue cloud, on voulait forcément que ça soit facile à opérer. Donc, on voulait surtout pas avoir d'infrastructures complexes À gérer vous-même. Oui, exactement. Donc, pas d'operative system, de VM, etc. On voulait vraiment un service haut niveau, mais en même temps, on voulait pas partir sur des services génériques de type Kubernetes avec des conteneurs, etc. Parce qu'il y a des besoins qui sont assez spécifiques quand on veut développer des agents, des montées en échelle qui peuvent aller de 0 à énormément d'utilisateurs, des gestions de sessions, aussi des cycles de vie, on va dire des durées de session qui peuvent être quand même assez longues. On peut avoir quelqu'un qui commence une conversation avec l'agent et il veut continuer quelques heures plus tard. Donc, il y avait ces aspects-là. Et avec Agent Core et toutes les différentes briques qui étaient rendues disponibles, c'était vraiment une solution idéale pour nous. Quand on parle d'IA agentique, on parle également d'assistance au développement. Est-ce que vous avez exploré ces voies-là aussi, peut-être avec Kiro ou autre chose? Effectivement, on a commencé à regarder Kiro juste quand vous l'avez lancé, donc l'année dernière. L'année passée, oui. On a pu avoir accès en preview, donc il y avait moins de fonctionnalités que maintenant, mais assez rapidement, ça a effectivement convaincu nos développeurs, mais pas seulement nos développeurs. On a trouvé des cas d'utilisation au-delà de la génération de code. Donc typiquement pour gérer des recs peut-être, ou bien gérer des tâches Jira,
des différents tickets qui pourraient être créés par un product owner. Donc, on a trouvé des use cases comme ça, au-delà du développement. Et c'est vrai que ça a convaincu un peu tout le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est une des solutions d'assistant de code qu'on utilise chez IFE. C'est intéressant de voir que vous le déployez au-delà des développeurs, parce que c'est quelque chose dont je parle assez souvent également. C'est le rôle de ces assistants pour n'importe qui a les mains sur un clavier, et pas uniquement ceux qui écrivent du code. Tu as cité les product owners, c'est évidemment un bon use case. Il y aura un épisode du podcast dans quelques semaines qu'on a enregistré au Summit avec AXA, la boîte d'assurance, qui nous dit la même chose, que ça permet aux product owners de pouvoir tester rapidement une idée, même éventuellement de faire un petit prototype, en plus de gérer les sprints, les tickets, les fonctionnalités, les requirements, etc. Comment vous voyez le futur de cette solution? Elle est déjà déployée, hein. Vous êtes déjà en prod sur quelques compagnies aériennes ou sur en tout cas certains avions chez vos clients. Comment vous voyez l'évolution technique de cette solution dans le futur? Alors, il faut savoir que les cycles de déploiement et de développement dans le monde IFE sont relativement longs. Tu imagines, surtout sur la partie embarquée. Oui. dès l'instant où on touche au hardware, on a des contraintes de certification qui sont fortes. N'empêche que ce qu'on a mis en œuvre et ce qu'on voit venir, c'est que le logiciel devient prépondérant. C'est-à-dire que les IFE deviennent une solution qui est prépondéramment faite de logiciels, avec une infrastructure qui est moderne. On peut s'attendre dans les quelques années à venir à avoir de l'IA à bord, avec des NPU, des GPU qui vont commencer à arriver dans les avions. Quand on a une infrastructure serveur-centrique, c'est un peu plus facile, naturellement. Avec 300 watts? Écoute, c'est le problème du moment. Je serais surpris de voir la consommation de certaines NPU qui sont entre quelques watts et moins d'une dizaine de watts. C'est assez impressionnant ce qu'on voit aujourd'hui arriver sur le marché. Mais oui, avec 300 watts, t'as raison. Cette contrainte-là, on n'arrivera pas à l'éliminer. Mais tout ça pour dire, l'IA va arriver à bord, c'est certain. On a très tôt adopté, que ce soit dans nos cycles de développement, comme le disait Yann, que ce soit dans les fonctionnalités produits, on a très tôt adopté l'IA. On a vu la data, ça a 4-5 ans. Je pense qu'on était assez avant-gardiste quand on a commencé à regarder la data chez Thales IFE. Le logiciel sera de plus en plus prépondérant, l'avion sera de plus en plus connecté, les use cases vont être de plus en plus personnalisés. Et puis, j'espère aussi, les avions seront de plus en plus Thales. Et de plus en plus connectés aussi pour rendre tout ça possible. Tu as parlé plusieurs fois du cycle de certification hardware et je l'entends bien. Est-ce que la certification logicielle est aussi stricte, en sachant qu'on parle pas de système critique pour le vol? Ça serait très embêtant si ça tombe en panne, mais ça met la vie de personne en danger. C'est un excellent point. Faut quand même savoir que dans certains cas, les avions sont retardés ou très 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 fortement décalés quand les IFE marchent pas. Donc il y a quand même un besoin d'un point de vue très opérationnel. Commercial. Hein. Ah, c'est ça. D'un point de vue commercial, il y a un besoin de les faire vite, de les faire tourner. C'est pour ça que le système en LAM est extrêmement important pour nous. Ça n'empêche que le logiciel qui est plutôt en customer facing, je suis désolé pour l'anglais, qui est en customer facing, lui n'est pas certifié. Il répond à un certain nombre de requirements, il répond à un certain nombre de contraintes, on va dire, en termes d'évolution, de déploiement, parce qu'on peut pas déployer n'importe quoi, n'importe quand. N'empêche que des cycles, comme tu le vois dans un data center où on déploierait plusieurs fois par semaine du logiciel, sont des cycles qui sont acceptés et qui vivent déjà. Ah oui, donc vous avez des chaînes de DevOps où vous pouvez vous permettre de déployer régulièrement des mises à jour, voire des nouvelles fonctionnalités sur les avions. Complètement. Et c'est vraiment tout le propos d'amener une infrastructure cloud aussi à bord, c'est de pouvoir profiter de cette modernité du logiciel au sens large pour que notre IFE soit moderne lui aussi et que l'expérience du passager soit complètement rafraîchie à chaque vol.
Du cloud aux avions, il n'y a qu'un pas. Il était facile à faire, mais je répète, il fallait que je fasse ce lien entre les deux avec Thales In-Flight Entertainment, IFE en français. Merci messieurs, Yann Nicolas, tu es Chief Data and AI Officer chez Thales IFE, et Frédéric Faria, Chief Technology and Engineering Officer chez Thales IFE. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Quat 9 sur AWS des 2 dernières semaines. Ça sera vendredi matin dans vos bonnes applications, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.